Mon nom est Nathan Ashford, et voici l'histoire de la façon dont 47 violons m'ont appris que mon père n'avait jamais été silencieux. Il parlait juste une langue que je ne comprenais pas. Mon père, Henry Ashford, était un luthier. La plupart des gens ne savaient pas ce que ce mot signifiait. Il hochait poliment la tête quand il l'expliquait, leurs yeux se voilant alors qu'il décrivait l'art de construire et de restaurer des instruments à cordes. Il ne comprenait pas qu'un luthier n'était pas seulement un artisan. Un luthier était un traducteur, convertissant le bois brut en courbes et épaisseurs mathématiques précises qui pouvaient faire chanter un morceau d'érable et d'épicéa comme une voix humaine. Mon père a appris le métier de son père, qu'il avait appris de son père, qui avait apporté le savoir d'Allemagne en 1892. Des générations d'Ashford avaient passé leur vie dans des ateliers remplis de copeaux de bois et de vapeur de vernis, construisant des instruments qui leur survivraient des siècles. Mon père est allé plus loin qu'aucun d'entre eux. Il n'était pas seulement un constructeur. Il était un restaurateur, un détective, un historien. Quand un violon endommagé arrivait dans son atelier, il ne se contentait pas de le réparer. Il faisait des recherches. Il traçait sa lignée à travers des décennies d'anciens propriétaires, à travers des ventes aux enchères et des antiquaires, et les mains de musiciens décédés depuis longtemps. Il apprenait les noms des artisans qu'il avait construits, les villes où il avait été joué, les concerts dont il avait été témoin. Chaque violon a une histoire, m'a-t-il dit un jour, quand j'avais 8 ans et que je le regardais travailler sur un instrument cabossé qui semblait devoir aller à la poubelle. Le bois se souvient de tout, des rayures, des réparations, des mains qui l'ont tenu. Mon travail est d'écouter. Mais il ne parle pas, ai-je dit. Il a souri. Ce sourire rare qui transformait son visage sérieux en quelque chose de chaleureux et d'approchable. Tout parle, Nathan. La plupart des gens ne savent juste pas écouter. Ma mère n'a jamais appris à écouter. Ou peut-être l'a-t-elle fait, et elle n'a simplement pas aimé ce qu'elle a entendu. Diana Ashford était une femme qui mesurait le monde en termes concrets, dollars, mètres carrés, statut social. Elle avait épousé mon père quand ils avaient tous deux 24 ans, attirée par son intensité tranquille et ses mains d'artiste. Elle pensait épouser un artisan avec du potentiel, quelqu'un qui finirait par ouvrir un magasin prestigieux ou enseigner dans un conservatoire, ou faire quelque chose qui pouvait être expliqué lors de dîners. Au lieu de cela, elle a eu un homme qui passait 12 heures par jour dans un sous-sol à parler à des morceaux de bois. « Je n'ai pas signé pour ça », a-t-elle dit un soir, sa voix portant dans les escaliers jusqu'à l'endroit où je faisais semblant de faire mes devoirs. « Je ne t'ai pas épousé pour passer ma vie comme une veuve d'atelier. J'ai du travail à finir », a répondu mon père, sa voix calme et mesurée, le même ton qu'il utilisait pour expliquer pourquoi un certain morceau d'épicéa était inadapté pour une table de violon. L'instrument Rix doit être prêt pour jeudi. L'instrument Rix, la restauration Morrison, l'évaluation de la vente aux enchères. Elle a ri amèrement. Te souviens-tu seulement du nom de tes enfants? Te souviens-tu que tu as une femme qui n'a pas eu de vraie conversation avec toi depuis 3 ans? Diana, ne me dis pas et Diana. Tu es là tous les soirs jusqu'à minuit. Tu passes les week-ends aux ventes aux enchères au lieu d'être avec ta famille. Tu as manqué toutes les récitals de Charlotte. J'envoie les instruments qui jouent à son récital. Ce n'est pas la même chose et tu le sais. Mon père est resté silencieux un long moment. Je pouvais l'imaginer debout à son établi, les mains immobiles, les yeux fixés sur quelque chose que ma mère ne pouvait pas voir. Je suis désolé, a-t-il finalement dit. Je ne sais pas comment être ce que tu veux que je sois. Je veux que tu sois présent. Je veux que tu sois là. Je veux que tu m'entendes quand je te parle au lieu d'écouter du bois. Le bois ne me juge pas. Le bois ne veut pas que je sois quelque chose que je ne suis pas. Le bois ne t'aime pas non plus. Elle a quitté l'atelier. J'ai entendu ses pas dans les escaliers. Sa porte de chambre se fermant avec une finalité qui a résonné dans toute la maison. Elle a demandé le divorce 6 mois plus tard. La bataille pour la garde fut brève et brutale. Ma mère nous voulait tous les 3, mon frère aîné Marcus, ma sœur cadette Charlotte, et moi. Elle soutenait que mon père était émotionnellement absent, qu'il était incapable de fournir l'environnement stimulant dont les enfants avaient besoin, que son obsession pour son travail le rendait inapte à la garde principale. Mon père ne s'est pas battu. Il a accepté la garde partagée un week-end sur 2 et les mercredis soirs, et il est retourné à son atelier. Marcus avait 16 ans. Il a choisi de vivre à plein temps avec notre mère parce que sa nouvelle maison avait une piscine et était plus proche de ses amis. Charlotte avait 10 ans,
assez jeune pour être ébloui par les promesses de virées shopping et de vacances, et toutes les choses que ma mère pouvait offrir maintenant qu'elle n'était plus liée aux modestes revenus d'un artisan. J'avais 12 ans, assez âgé pour choisir, assez âgé pour comprendre ce que je choisissais. J'ai choisi mon père. Pourquoi ? Demanda ma mère, sincèrement déconcertée. Il ne te remarquera même pas. Il sera dans ce sous-sol tous les soirs pendant que tu dîneras seul. J'aime le sous-sol, ai-je dit. Tu aimes les copeaux de bois et le silence ? J'aime papa. Elle m'a regardé de la même manière qu'elle avait regardé mon père pendant les dernières années de leur mariage, avec un mélange de pitié et de frustration. Comme si j'étais une énigme qu'elle avait renoncé à résoudre. Tu le regretteras, dit-elle. Tu finiras comme lui, seul dans un sous-sol à parler à des choses qui ne peuvent pas te répondre. Elle s'était trompée. Mon père n'était jamais seul et les choses dans son atelier lui répondaient d'une manière qu'elle ne pourrait jamais comprendre. Vivre avec mon père était différent de ce à quoi je m'attendais. Il passait la plupart de son temps à l'atelier. Cette partie était vraie, mais il n'était pas absent comme ma mère le prétendait. Il était juste présent d'une manière différente. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner. Des choses simples, des œufs, du pain grillé et du jus d'orange, mais il les faisait lui-même et il s'asseyait avec moi pendant que je mangeais. Il me posait des questions sur l'école, sur mes amis, sur les livres que je lisais. Il écoutait mes réponses avec la même attention concentrée qu'il accordait à ses instruments. Il ne parlait pas beaucoup pendant ses repas. Ce n'était pas sa manière. Mais son silence n'était pas un vide. C'était de l'attention. C'était le calme de quelqu'un qui écoutait réellement au lieu d'attendre son tour de parler. Chaque soir, il m'invitait à l'atelier. Pas d'exigence, pas d'obligation, mais une invitation. Je travaille sur le violon Castellano ce soir, disait-il. Il a une fissure sur la table d'harmonie qui va nécessiter une résolution créative de problèmes. Tu es le bienvenu si tu veux regarder. J'ai toujours voulu. L'atelier était son propre monde, 6 mètres sur 4,5 mètres, avec de bas plafonds et des sols en béton brut. Mais mon père l'avait transformé en quelque chose d'extraordinaire. Des violons pendaient à chaque mur, certains complets et brillants, d'autres dans divers états de démontage, leur bois nu exposé comme des patients en chirurgie. Des établis longeaient deux murs, couverts d'outils dont j'ai lentement appris les noms, gouges et ciseaux, rabots et racloirs, étaux de toute taille, pinceaux pour appliquer un vernis si fin qu'on pouvait voir à travers. L'odeur de cet endroit est quelque chose que je n'oublierai jamais, des copeaux, du vernis, de la colophane et cette odeur particulière et musquée de vieux instruments joués depuis des générations. Cela sentait la patience, la concentration, des siècles d'artisanat distillés dans une seule pièce. J'ai appris plus dans cet atelier que je n'en ai jamais appris à l'école. Pas seulement sur les violons, bien que j'en ai appris beaucoup. Mon père m'a enseigné les noms des bois, l'épicéa pour la table, l'érable pour le fond et les éclisses, l'ébène pour la touche et les chevilles. Il m'a appris à lire le grain, à taper sur un morceau de bois et à écouter le son qu'il produirait, à sentir la différence entre un morceau qui chanterait et un morceau qui resterait toujours silencieux. Il m'a enseigné la patience, ce genre d'attention profonde qui transforme les heures en minutes. Une seule réparation pouvait prendre des jours ou des semaines, et la précipiter ne ferait qu'aggraver les choses. Le violon vous dira quand il sera prêt, disait-il. Votre travail est d'écouter. Il m'a enseigné le respect des matériaux, des outils et des personnes qui les avaient utilisés avant. Chaque instrument qui arrivait dans son atelier avait une histoire, une lignée de mains qu'il avait façonnée, jouée et aimée. Quand il travaillait sur un violon, il ne réparait pas seulement un objet. Il participait à une conversation qui durait depuis des siècles. Plus important encore, il m'a appris la différence entre entendre et écouter, entre regarder et voir. La plupart des gens traversaient la vie avec leurs sens éteints, filtrant tout ce qui ne réclamait pas leur attention immédiate. Mon père vivait avec ses sens à plein régime, remarquant des détails que d'autres manquaient, entendant des sons que d'autres ignoraient. « Écoute », disait-il, tenant un violon nouvellement cordé près de mon oreille et jouant une seule note. « Que entends-tu » Au début, je n'entendais qu'une note. Un son de violon. Rien de spécial. Mais avec le temps, j'ai appris à entendre ce qu'il entendait. Les harmoniques subtiles qui révélaient la qualité du bois. Les minuscules bourdonnements et cliquetis qui indiquaient un ajustement lâche ou une fissure dans le corps. La façon dont le son s'épanouissait et se décomposait, révélant l'âge, l'histoire et le potentiel de l'instrument.
Tout parle, disait-il. Et j'ai appris les secrets. Cela a commencé avec le violon d'atelier allemand, celui avec la mèche de cheveux cachée dans le bloc de manche. Mon père m'a montré le compartiment. Il m'a laissé tenir le petit ruban bleu dans mes mains. Il m'a parlé des mois qu'il avait passés à essayer de retrouver la famille d'origine. Je ne les ai jamais trouvés, a-t-il dit. Le violon venait d'une vente aux enchères à Danbury. L'ancien propriétaire était un professeur de musique qu'il avait acheté sur un marché aux puces dans les années 1970. Avant cela, la piste est froide. Et les cheveux? Pourrais-tu faire un test ADN ou quelque chose? J'y ai réfléchi, mais ensuite j'ai pensé à la personne qui a caché cela ici. Ils voulaient que leur fille le trouve un jour. Ils voulaient qu'il reste à l'intérieur de ce violon, protégé, en attente. Si je l'enlève, je brise cette intention. Je mets fin à l'histoire avant qu'elle ne soit terminée. Mais l'histoire pourrait ne jamais être terminée. Alors elle ne finit jamais. C'est bien. Il a raccroché le violon à son cheville, le manipulant avec la même douceur qu'il aurait utilisée avec un enfant endormi. Certaines histoires ne sont pas censées finir. Elles sont censées continuer. Transmises d'un gardien à l'autre jusqu'à ce que la bonne personne arrive enfin. Comment savez-vous si vous êtes la bonne personne? Il m'a regardé avec ses yeux gris calmes et quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Vous le savez, parce que vous avez posé cette question, a-t-il dit. Après cela, il m'a montré d'autres secrets. Pas tout à la fois. Au fil des ans, dans des moments calmes entre les restaurations, il décrochait un violon du mur et me montrait ce qu'il avait trouvé à l'intérieur. Une lettre d'amour de 1912, glissée entre les éclisses et la doublure. Une photographie d'une famille en tenue de cérémonie cachée sous la touche. Un minuscule rouleau de papier avec du texte hébreu dissimulé à l'intérieur du trou de lame. Chaque violon avait une histoire. Chaque secret avait une histoire. Pourquoi les gens cachent-ils des choses dans les violons? J'ai demandé un soir, alors que j'avais 16 ans et que j'étais apprenti à l'atelier depuis 4 ans. Parce que les violons survivent, a dit mon père. Les guerres détruisent les maisons. Les incendies brûlent les documents, les banques font faillite, les gouvernements tombent. Mais un bon violon dure des siècles. Il est transmis, hérité, chéri. Si vous voulez cacher quelque chose et que vos descendants le trouvent dans 100 ans, un violon est l'un des endroits les plus sûrs au monde. Avez-vous déjà trouvé quelque chose de précieux? Je veux dire, de l'argent précieux. Il a hésité. C'était la seule fois que j'ai vu mon père hésiter en répondant à une question. Une fois, a-t-il dit, il y a longtemps. C'était quoi? Je te le montrerai un jour, quand tu seras prêt. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Je pensais que j'étais prêt. J'avais 16 ans, pratiquement un adulte, déjà capable de réparation et de restauration de base sous sa supervision. À quoi d'autre devais-je être prêt? Il m'a fallu 20 ans de plus pour le découvrir. Je suis allé à l'université sur l'insistance de ma mère. J'ai obtenu un diplôme en administration des affaires parce qu'elle a dit que j'avais besoin de quelque chose de pratique sur lequel me rabattre. J'ai trouvé un emploi dans une compagnie d'assurance à Hartford. J'ai passé mes semaines à examiner des réclamations, à assister à des réunions et à faire semblant de me soucier des projections trimestrielles. Mais chaque week-end, je rentrais chez moi à New Haven et passais le samedi et le dimanche dans l'atelier de mon père. La routine n'a jamais changé. Nous travaillions côte à côte, parfois en parlant, parfois en silence, nos mains se déplaçant en parallèle alors que nous nettoyions, ajustions et réparions les instruments qui lui parvenaient de tout le nord-est. Il avait alors une réputation, une célébrité discrète parmi les collectionneurs et musiciens sérieux, qui savaient que Henry Ashford pouvait redonner à un violon endommagé sa voix d'origine d'une manière que les autres luthiers ne pouvaient égaler. Il n'a jamais fait de publicité. Il n'en avait pas besoin. Les violons parlaient pour lui. Mon frère et ma sœur se sont complètement éloignés. Marcus est devenu un promoteur immobilier en Floride. Il appelait peut-être une fois par an pendant les vacances. Il n'avait pas visité depuis plus d'une décennie. Charlotte a épousé un avocat et a déménagé à Seattle. Elle envoyait des cartes de Noël avec des photos de ses enfants. Elle n'a jamais mentionné notre père. Ils avaient la perspective de leur mère. Pour eux, il était un fantôme qui avait hanté leur enfance. Une présence qui était techniquement là mais jamais vraiment disponible.
Il ne comprenait pas que sa disponibilité prenait une forme différente. Qu'il était toujours là pour quiconque voulait s'asseoir avec lui et apprendre. Ils n'ont jamais voulu apprendre. Moi si. Le cancer est arrivé quand j'avais 34 ans. Il me l'a caché pendant 3 mois. De la même manière qu'il cachait tout, silencieusement et complètement. Je ne l'ai découvert que lorsque je suis arrivé pour une visite de week-end et que je l'ai trouvé effondré sur le sol de l'atelier. Trop faible pour monter les escaliers. Depuis combien de temps, ai-je demandé à l'hôpital après que les médecins aient expliqué que le cancer du pancréas avait métastasé, qu'un traitement pourrait gagner du temps mais ne fournirait pas de guérison. Assez longtemps, a-t-il dit. Assez longtemps pourquoi? Pour finir le travail. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. L'atelier était plein d'instruments en attente de restauration. Il y avait toujours plus de travail. Toujours un autre violon qui avait besoin de son attention. Comment pouvait-il finir? Mais il ne parlait pas des restaurations. Au cours des 4 mois suivants, alors que le cancer rongeait son corps, mon père travaillait sur le carnet, le journal relié en cuir que je trouverai plus tard avec mon nom sur la couverture. Il écrivait des heures chaque jour, remplissant page après page de son écriture soignée, documentant des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Que écris-tu? J'ai demandé un après-midi, assis à côté de son lit dans l'établissement de soins palliatifs. Des instructions, a-t-il dit. Sa voix était faible, mais ses yeux étaient clairs. Pour toi. Des instructions pourquoi? Les violons. Il a tendu la main et a pris la mienne. Ses doigts toujours calleux après des décennies de travail, même s'il n'avait pas tenu d'outils depuis des semaines. Les 47. J'ai tout écrit ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai recherché, tout ce que je n'ai pas pu me résoudre à partager de mon vivant. Pourquoi n'as-tu pas pu le partager? Il est resté silencieux un long moment, sa respiration superficielle et difficile. Parce que j'avais peur, a-t-il finalement dit, peur que si je le disais à quelqu'un, il voudrait que je le vende pour en tirer profit. Pour transformer les secrets en argent. Il a serré ma main. Mais tu n'es pas comme ça, Nathan. Tu ne l'as jamais été. Tu comprends que certaines choses sont plus précieuses que l'argent. Quelles choses? Les histoires. Les connexions. La confiance des gens qui ont caché leurs biens les plus précieux à l'intérieur d'instruments qu'ils aimaient, espérant qu'un jour quelqu'un de digne les trouverait. Il a souri, le même sourire rare que je me souvenais de mon enfance. Tu es digne, Nathan. Tu l'as toujours été. Il est décédé 3 jours plus tard. Je tenais sa main quand il a cessé de respirer. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des machines et des sons lointains de l'hospice qui poursuivait ses activités. Dehors, par la fenêtre, il neigeait, de gros flocons blancs dérivant dans la lumière grise de l'après-midi. La main de mon père était encore chaude dans la mienne lorsqu'il a rendu son dernier souffle. Il n'y a pas eu de lutte, pas de moment final dramatique. Une respiration et puis rien. L'absence de son là où le son avait été. Je suis resté avec lui longtemps après son départ. Je n'ai pas appelé les infirmières tout de suite. J'ai juste tenu sa main et j'ai pensé à tout ce qu'il m'avait appris. Toutes les heures que nous avions passées ensemble dans cet atelier au sous-sol. Tous les secrets qu'il avait gardés et qu'il me transmettait maintenant. Il avait passé sa vie entouré d'instruments qui pouvaient faire de la musique. Mais il les jouait rarement lui-même. Son don n'était pas la performance. C'était la préservation. C'était la capacité de prendre quelque chose de brisé et de le rendre entier. De trouver l'histoire à l'intérieur du bois et de la protéger jusqu'à ce que la bonne personne arrive. C'était son héritage. Pas les violons eux-mêmes, mais la compréhension que certaines choses sont plus précieuses que l'argent. Que certains secrets valent la peine d'être gardés, que la patience, l'attention et le soin sont leur propre richesse. Quand j'ai enfin appelé les infirmières et qu'elles sont venues s'occuper du corps, je suis sorti de cet hospice avec une seule chose dans les mains. Le carnet en cuir que mon père m'avait donné 2 semaines auparavant, rempli de 35 ans de découvertes et de la confiance que je saurais quoi en faire. La lecture du testament fut exactement ce à quoi je m'attendais. Marcus et Charlotte sont arrivés en avion, ont passé 45 minutes au bureau de l'avocat l'air mal à l'aise, puis sont repartis le même jour. Marcus a hérité de la maison, qu'il a immédiatement mise en vente. Charlotte a hérité du compte d'épargne, 280 000 $ qu'elle a dit destiné aux fonds universitaires de ses enfants. J'ai l'atelier. C'est tout, dit Marcus,
ne cachant même pas son soulagement de ne pas avoir à s'occuper de 47 vieux violons et d'un sous-sol rempli d'outils. Il t'a laissé les instruments. Les instruments et tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas encore sûr. Marcus haussa les épaules et signa les papiers. Charlotte me serra froidement dans ses bras et promit d'appeler plus souvent, une promesse que nous savions tous les deux qu'elle ne tiendrait pas. Et puis je me suis retrouvé seul dans un atelier rempli de l'œuvre de vie de mon père, tenant un carnet qui contenait 35 ans de secrets. J'ai lu le carnet d'une traite, de la première à la dernière entrée. Le cuir était doux et usé. Les pages jaunies par l'âge et la manipulation. Mon père avait écrit dans ce carnet pendant plus de 3 décennies, ajoutant des entrées chaque fois qu'il découvrait quelque chose de nouveau, mettant à jour d'anciennes entrées lorsqu'il en apprenait davantage sur l'histoire d'un instrument. Chaque violon était documenté, sa provenance, les travaux de restauration effectués, la date d'acquisition, le prix payé. Mais ce n'était pas une information sèche et clinique. Mon père écrivait sur chaque instrument comme une autre personne écrirait sur un ami. Il décrivait leur personnalité, leur bizarrerie, les façons particulières dont ils réagissaient à son toucher. Violon numéro 4, disait une entrée, français, vers 1850, probablement des ateliers de mi-recours. Acheté aux enchères à Boston en 1989 pour $75. En mauvais état à l'acquisition, avec de vastes dommages causés par les vers au fond et une barre de base effondrée, elle a d'abord résisté à la restauration. Chaque réparation que je faisais semblait créer un nouveau problème. Le bois ne voulait pas être réparé, mais j'ai persisté. Et après 6 mois de travail minutieux, elle a commencé à s'ouvrir. Sa voix est petite mais douce, avec une qualité mélancolique qui parle de long silence. Et pour 41 des 47 instruments, une description détaillée de ce que mon père avait trouvé caché à l'intérieur. Mèches de cheveux et rubans. Origine inconnue. Violon numéro 1. Lettre d'amour en allemand. Daté de 1917. Signé, ta Clara pour toujours. Violon numéro 3. La lettre décrit un jeune homme partant à la guerre, promettant de revenir et d'épouser la femme qu'il aime. Mon père avait recherché le nom et trouvé un acte de décès de Passe Chandael. La femme ne s'est jamais mariée. Photographie d'une femme en robe de mariée. Inscription au dos, Vienne, 1928. Violon numéro 7. Mon père a retrouvé le studio du photographe. Il a été détruit pendant la nuit de cristal en 1938. Reçu de passage sur un navire de Hambourg à New York daté d'avril 1939. Caché dans une pochette sculptée dans le talon du manche. Violon numéro 12. Le nom du passager était David Rothstein. Les dossiers d'immigration ont confirmé son arrivée à New York en mai 1939. Bague en or avec inscription hébraïque enveloppée dans un tissu et dissimulée à l'intérieur de la chevillère. Violon numéro 19. L'inscription traduite par « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Minuscule rouleau de papier avec du texte hébreu dissimulé à l'intérieur du trou de lame. Violon numéro 21. Un rabbin l'avait identifié comme un rouleau de mezuzah. Une prière généralement placée sur les chambranles de porte. Le propriétaire l'avait caché à l'intérieur du violon pour le protéger pendant une période de persécution. Les entrées s'enchaînaient. Chacune était une fenêtre sur une vie que je ne connaîtrai jamais. Une histoire qui attendait des décennies ou des siècles que quelqu'un la découvre. Mais c'est l'entrée du violon numéro 23 qui m'a coupé le souffle. Violon numéro 23. Acquis lors d'une vente aux enchères à Greenwich, Connecticut, en 1987. Prix payé, 2 cents. État médiocre, avec des dommages importants à la table d'harmonie et des cordes manquantes. L'examen initial a révélé des caractéristiques de construction inhabituelles, incompatibles avec l'âge apparent de l'instrument. Des recherches ultérieures, menées sur une période de 11 ans, m'ont amené à conclure que ce violon a été construit par Antonio Stradivari à Crémone, Italie, en 1715. L'instrument correspond à la description d'un violon connu sous le nom de « Le Messager », documenté dans les archives historiques comme ayant été commandé par une famille noble vénitienne et perdu par la suite pendant les guerres napoléoniennes. Il est réapparu brièvement à Berlin en 1936 en possession d'un musicien juif nommé Isaac Goldman, avant de disparaître à nouveau en 1938. Sur la base des manifestes de navires et des registres d'immigration, je pense que le violon a été transporté en Amérique par la fille de Goldman, Ruth, qui a fui l'Allemagne en 1938 à l'âge de 16 ans.
Ruth Goldman s'est installée dans le Connecticut, s'est mariée, a changé de nom et a vécu jusqu'en 2019. Elle est décédée sans héritier, et ses biens ont été vendus lors de la vente aux enchères où j'ai acquis l'instrument. Le violon est authentique. Je l'ai vérifié par comparaison avec des instruments Stradivari connus, par analyse du bois et du vernis, et par examen de l'étiquette à l'intérieur du corps. Je n'ai partagé mes découvertes avec personne. Valeur estimée, 12 à 18 millions de dollars. Je n'ai pas vendu cet instrument parce qu'il ne m'appartient pas. Il appartient à l'histoire. Il appartient à Isaac Goldman et à sa fille Ruth et à la musique qu'ils en ont tirée avant que le monde n'essaie de les détruire. Il appartient à quiconque le trouvera ensuite et comprendra ce que signifie tenir quelque chose qui a tant survécu. Nathan, quand tu liras ceci, tu sauras quoi faire. Non pas parce que je te l'ai dit, mais parce que je te l'ai enseigné. Le violon parle. Écoute-le. Il te racontera son histoire de la même manière qu'il me l'a racontée. Et quand tu auras fini d'écouter, décide ce dont l'histoire a besoin, pas ce dont tu as besoin, ce dont l'histoire a besoin. Je te fais confiance, papa. Je suis resté longtemps dans l'atelier après avoir lu cette entrée. Le violon était accroché au mur devant moi, indiscernable des autres pour un œil non averti. Juste un autre vieil instrument attendant que quelqu'un le ramène à la vie. Un Stradivarius d'une valeur de 12 à 18 millions de dollars, caché à la vue de tous pendant 35 ans parce que mon père croyait que certaines choses étaient plus précieuses que l'argent. L'expertise a pris 3 mois. Je ne l'ai pas pressée. Je ne pouvais pas la presser. Ce n'était pas comme apporter une peinture à une maison de vente aux enchères ou des bijoux à un prêteur sur gage. Un Stradivarius potentiel exigeait le processus d'authentification le plus rigoureux du monde des instruments de musique. J'ai passé des semaines à rechercher des experts avant de me décider pour le docteur Elena Marchetti, une femme dont le nom figurait dans tous les articles sur les instruments Stradivarius vérifiés des 30 dernières années. Elle avait été formée à Crémone, la ville italienne où Stradivari avait vécu et travaillé. Elle avait étudié auprès de maîtres qui avaient eux-mêmes étudié auprès de maîtres, une chaîne ininterrompue de connaissances remontant à des siècles. Lorsque j'ai contacté son bureau, son assistante m'a demandé ce que je voulais faire évaluer. J'ai dit que c'était un violon que mon père, un luthier, croyait important. L'assistante a proposé un rendez-vous dans 6 mois. Puis j'ai envoyé une photographie de l'étiquette à l'intérieur de l'instrument. Le docteur Marchetti m'a appelé personnellement dans l'heure. « Où avez-vous obtenu cela ?» a-t-elle demandé, sa voix tendue par quelque chose qui aurait pu être de l'excitation ou de l'incrédulité. Il appartenait à mon père. Votre père était luthier pendant 40 ans et il n'a jamais montré cela à personne? N'a jamais cherché d'authentification? Il a passé 11 ans à l'authentifier lui-même. Il n'a juste dit à personne ce qu'il a trouvé. Il y a eu une longue pause au téléphone. Elle est arrivée à 9 h du matin et n'est partie que vers 18 h le soir. Elle a examiné chaque millimètre de l'instrument avec des loupes, des lumières spéciales et des outils que je n'avais jamais vus auparavant. Elle a mesuré l'épaisseur du bois à des dizaines d'endroits, a comparé le vernis à des échantillons qu'elle avait apportés de son laboratoire, a étudié la volute au microscope, assez puissant pour voir les cellules individuelles du bois. Elle a pris des photos sous tous les angles. Elle a enregistré le son de l'instrument, pinçant des cordes individuelles et enregistrant les fréquences précises qu'elle produisait. Elle a tracé les motifs du grain dans le bois, les comparant à des instruments Stradivari documentés de la même période. 3 fois au cours de la journée, elle s'est arrêtée et a fixé le violon pendant de longues minutes, ne disant rien, son visage illisible. Quand elle s'est enfin assise en face de moi, ses mains tremblaient légèrement. « Où avez-vous obtenu cela ?» a-t-elle demandé à nouveau. Mon père l'a acheté lors d'une vente aux enchères à Greenwich en 1987 pour $200. 200 $. Elle secoua lentement la tête comme si elle essayait de concilier quelque chose qui n'avait pas de sens. J'ai passé toute ma carrière à chercher des instruments comme celui-ci. J'ai voyagé aux 4 coins du monde, examiné des milliers de violons, authentifié peut-être une douzaine de véritables Stradivarius, et votre père en avait un accroché à son mur tout le temps. Il ne voulait pas que quiconque le sache. Pourquoi pas? Il aurait pu être célèbre. Il aurait pu être immensément riche. Il ne voulait ni la célébrité ni la richesse. Il voulait protéger l'histoire. Elle me regarda longuement, son expression passant de la confusion à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Le messager » dit-elle doucement. « J'ai lu sur cet instrument. Il y a des références à lui dans les catalogues du 19e siècle.
Une famille noble vénitienne l'a commandé directement à Stradivari en 1715. Il est passé par plusieurs collections, a disparu pendant les guerres napoléoniennes, a refait surface brièvement au XXe siècle. Mon père l'a retrouvé chez un musicien juif à Berlin, Isaac Goldman, puis en Amérique. Sa fille Ruth l'a emporté d'Allemagne en 1938. Elle avait 16 ans. Elle l'a gardé caché le reste de sa vie. Le docteur Marchetti regarda le violon toujours posé sur la table entre nous, son vernis usé brillant dans la lumière de l'atelier. Un instant, je crus voir des larmes dans ses yeux. « Savez-vous ce que cela signifie » demanda-t-elle. « Ce n'est pas juste un Stradivarius. C'est un Stradivarius avec une histoire documentée de survie. Il a survécu aux guerres napoléoniennes. Il a survécu à l'Holocauste. Il est resté caché pendant des décennies, attendant que quelqu'un reconnaisse ce qu'il était. Mon père l'a reconnu. Votre père était soit un génie, soit l'homme le plus chanceux du monde. » Elle marqua une pause. Ou peut-être les deux. Quelle est sa valeur? Elle hésita. Dans son monde, cette question était compliquée. La valeur d'un Stradivarius dépendait de nombreux facteurs, son état, sa provenance, sa qualité sonore, le climat économique, les goûts particuliers des riches collectionneurs. Aux enchères, avec une documentation et une authentification complète, cet instrument se vendrait probablement entre 15 et 20 millions de dollars, peut-être plus compte tenu de son importance historique. Je savais, d'après les notes de mon père, que le chiffre serait élevé, mais l'entendre prononcé à voix haute par un expert le rendait soudain réel d'une manière qu'il n'avait pas été auparavant. 20 millions de dollars accrochés à un mur dans un sous-sol de New Haven pendant 35 ans. Que allez-vous en faire? Demanda le docteur Marchetti. C'était la question que je me posais depuis 3 mois. 12 à 18 millions de dollars. Plus d'argent que je n'en gagnerais en 10 vies. Assez pour quitter mon emploi, acheter une maison, ne plus jamais m'inquiéter de rien. Mais ce n'était pas ce dont l'histoire avait besoin. Je vais trouver la famille Goldman. J'ai dit, il doit rester quelqu'un. Un cousin, un parent éloigné, quelqu'un qui se souvient d'Isaac et Ruth et de la musique qu'ils ont faite. Et quand je les trouverai, je leur rendrai leur violon. Le docteur Marchetti me fixa. Vous allez donner un instrument de 18 millions de dollars? Il n'a jamais été à moi de le garder. Il était à moi de le protéger jusqu'à ce que la bonne personne arrive. Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis elle sourit. Un petit sourire privé qui me rappela mon père. Votre père vous a bien enseigné, dit-elle. Il m'a fallu 8 mois pour les retrouver. La recherche n'a pas été simple. L'Holocauste avait brisé la famille Goldman, dispersant les survivants à travers le monde et effaçant des branches entières de l'existence. J'ai commencé avec les informations du carnet de mon père et j'ai étendu mes recherches, suivant des pistes qui menaient parfois à des impasses et parfois à des fragments d'une histoire plus vaste. J'ai appris qu'Isaac Goldman avait été un violoniste de concert à Berlin dans les années 1920 et 1930, une étoile montante qui avait joué avec de grands orchestres à travers l'Europe. Il était juif à une époque où être juif en Allemagne signifiait voir son monde s'effondrer lentement autour de soi. J'ai trouvé un programme de concert de 1934 qui le répertoriait comme soliste vedette. J'ai trouvé une critique de journal de 1936 qui louait son interprétation du concerto pour violon de Brahms. J'ai trouvé une photographie de lui debout sur une scène à Munich, tenant un violon que je reconnaissais maintenant comme l'instrument de l'atelier de mon père. Et j'ai trouvé la documentation de sa mort en 1941 dans un endroit dont je pouvais à peine me résoudre à taper le nom dans les moteurs de recherche. Mais sa fille Ruth avait survécu, c'est ce que les recherches de mon père avaient confirmé. Elle avait fui en Amérique en 1938, portant le violon dans un étui abîmé, arrivant au port de New York sans rien d'autre. Elle avait changé son identité en cours de route. Ruth Goldman est devenue Ruth Golden, puis Ruth Wheeler lorsqu'elle a épousé un propriétaire de quincaillerie dans le Connecticut en 1947. Elle avait vécu tranquillement pendant des décennies, ne rejouant jamais de musique, ne parlant jamais de son passé. Elle était décédée en 2019 à l'âge de 97 ans, sans laisser d'enfant, et ses biens avaient été vendus lors de la vente aux enchères où mon père avait trouvé le violon. J'ai cherché d'autres Goldman qui auraient pu survivre. J'ai contacté des sociétés de généalogie juive et des organisations de commémoration de l'Holocauste. J'ai publié des requêtes sur des sites web d'ascendance et j'ai retracé des manifestes de navires des années 1930.
La recherche m'a mené à travers des archives à Washington et à Jérusalem, à travers des documents jaunis dans des langues que je ne pouvais pas lire, à travers des histoires de survie et de perte qui m'ont tenu éveillé la nuit. Finalement, 8 mois après avoir commencé, j'ai trouvé un lien. Isaac Goldman avait un frère nommé Samuel qui avait immigré en Palestine en 1936 avant que le pire de la persécution ne commence. La lignée de Samuel s'était poursuivie, produisant des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Une branche avait déménagé en Australie dans les années 1960. Une autre était restée en Israël. Une troisième était venue en Amérique dans les années 1980. Le plus proche parent vivant de Ruth Goldman était sa petite-nièce, une femme nommée Sarah Goldman Weber, qui enseignait la musique dans un collège à Cleveland. Elle avait 62 ans. Elle n'avait jamais entendu parler du violon. Je l'ai appelée un mardi soir. Madame Goldman Weber, mon nom est Nathan Ashford. J'appelle à propos de quelque chose qui appartenait à votre famille il y a longtemps. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Quel genre de quelque chose? Un violon. Il appartenait à votre grand-oncle Isaac Goldman. Une autre pause, plus longue cette fois. J'ai entendu ce nom. Ma grand-mère l'a mentionné une fois quand j'étais enfant. Elle a dit qu'il était un musicien célèbre avant la guerre. Il l'était, et je crois avoir retrouvé son violon. Je lui ai raconté l'histoire aussi brièvement que possible, Isaac et le violon à Berlin. Ruth le transportant en Amérique. La vente aux enchères où mon père l'avait acheté. Les 11 ans de recherche qui avaient prouvé son authenticité. Pourquoi me dites-vous cela, demanda-t-elle. Essayez-vous de le vendre? J'ai pris l'avion pour Cleveland avec l'instrument dans un étui spécial que mon père avait construit des décennies auparavant. Conçu pour le protéger des changements de température et de l'humidité, ainsi que des 1000 petits dangers qui menacent le bois ancien. Sarah m'a rencontré à sa porte d'entrée, une petite femme aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs et intelligents. Elle a regardé l'étui dans mes mains, puis moi, attendant une explication qu'elle n'était pas sûre de vouloir entendre. Mon nom est Nathan Ashford, ai-je dit. Mon père était luthier. Il a passé 35 ans à rechercher un violon qu'il croyait appartenir à votre famille. Je lui ai tout raconté, non seulement les faits, mais le sens qui se cachait derrière. Isaac Goldman, le musicien qui avait fui Berlin mais n'avait pas survécu. Ruth, sa fille, qui avait transporté le violon en Amérique et l'avait gardé caché pendant 80 ans parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à le jouer ou à le laisser partir. La vente aux enchères où mon père l'avait acheté pour $200, sans savoir ce que c'était. Les 11 ans de recherche qui avaient prouvé son authenticité, la décision que mon père avait prise de protéger l'histoire plutôt que d'en tirer profit. Et puis j'ai ouvert l'étui et lui ai montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Sarah est restée un long moment sur le pas de sa porte, fixant le violon que son arrière-grand-oncle avait joué dans les salles de concert à travers l'Europe il y a 100 ans. L'instrument qui avait survécu aux guerres, aux persécutions et à des décennies d'oubli. L'histoire que mon père avait passé sa vie à protéger. Quand elle a tendu la main pour le toucher, sa main tremblait. Puis-je, demanda-t-elle. Il est à vous. Il a toujours été à vous. Elle a soulevé le violon de l'étui avec la révérence prudente de quelqu'un manipulant un objet sacré. Elle l'a tenu à la lumière, examinant le vernis usé, les rayures qui racontaient des histoires qu'elle commençait seulement à comprendre. Et puis elle a commencé à pleurer. Je n'ai jamais su, dit-elle. Ma grand-mère a mentionné un violon une fois quand j'étais enfant. Elle a dit que c'était la seule chose que sa sœur Ruth avait apportée du vieux pays, mais Ruth n'en parlait jamais. Elle ne le jouait jamais. Elle l'a gardé caché toute sa vie. Elle le protégeait, comme mon père l'a protégé. Et maintenant vous me le donnez. Il n'a jamais été à moi. Il a toujours été à vous. J'étais juste la personne qui l'a trouvé et l'a ramené à la maison. Sarah m'a invité à entrer. Nous nous sommes assis dans son salon, le violon entre nous, et elle m'a raconté des histoires sur sa famille, sur Isaac, qui avait été un prodige, qui avait joué pour des rois et des présidents avant que tout ne s'effondre, sur Ruth, qui n'avait plus jamais joué de musique après être venu en Amérique, qui avait rangé son talent avec son violon et passé le reste de sa vie dans le silence. Elle n'était pas silencieuse, ai-je dit. Elle attendait, attendant que quelqu'un trouve l'instrument et le ramène à la famille. Attendant que l'histoire continue. Sarah a regardé le violon, passant ses doigts sur le vernis usé, touchant les cordes qui n'avaient pas été jouées depuis des décennies. Je ne peux pas accepter cela, a-t-elle dit. Il vaut des millions de dollars.
Je suis professeur de musique au collège. Je ne saurais pas quoi en faire. Vous pourriez le vendre. Vous pourriez en faire don à un musée. Vous pourriez apprendre à le jouer vous-même. Ce n'est pas ma décision. Alors quelle est votre décision? J'ai pensé à mon père penché sur son établi, écoutant le bois que la plupart des gens pensaient silencieux. J'ai pensé aux 47 violons et aux 41 secrets et aux histoires qui avaient survécu parce qu'un homme avait décidé de les protéger au lieu d'en tirer profit. Ma décision était de vous trouver, ai-je dit. C'est tout ce que je devais faire. Le reste, c'est votre histoire maintenant. J'ai pris l'avion pour rentrer à New Haven cette nuit-là, tenant l'étui vide qui avait protégé le violon pendant 35 ans. L'étui me semblait plus léger qu'il n'aurait dû, comme s'il pleurait la perte de l'instrument qu'il avait été construit pour protéger. Mais je connaissais la vérité. L'étui n'était pas vide. Il était rempli du souvenir de ce qu'il avait contenu, rempli de l'histoire dont il avait fait partie. Cette histoire se poursuivait maintenant dans un musée de Tel Aviv où des milliers de personnes verraient le violon et apprendraient l'histoire d'Isaac Goldman et de sa fille Ruth et de la musique qu'ils avaient faite avant que le monde n'essaie de les détruire. L'atelier était silencieux quand je suis revenu, comme il l'était toujours sans mon père. Mais il n'était pas vide. Il était plein de violons, d'outils et des souvenirs de 4 générations d'Ashford qui avaient consacré leur vie à l'artisanat. J'ai parcouru les rangées d'instruments, les comptant. 46 maintenant que le Stradivarius était parti. 46 histoires qui avaient encore besoin de gardiens. J'ai pris les outils de mon père, les rabots, les ciseaux et les pinceaux qui avaient façonné des milliers d'instruments pendant 40 ans. Ils s'adaptaient à mes mains comme ils s'étaient adaptés aux siennes, comme ils s'étaient adaptés aux mains de son père et de ses pères avant lui. Le bois se souvient de tout, m'avait dit mon père. J'ai pris un violon qui avait besoin d'être restauré. Un instrument endommagé des années 1890 qui était arrivé le mois dernier et attendait de l'attention depuis. Le bois se souvient, ai-je pensé, et maintenant moi aussi. J'ai commencé à travailler. Sarah m'a appelé 6 mois plus tard. Elle avait décidé de faire don du Stradivarius à un musée en Israël où il serait exposé dans le cadre d'une exposition sur les musiciens juifs tués ou déplacés pendant l'Holocauste. L'exposition raconterait l'histoire d'Isaac Goldman, de sa fille Ruth, de l'instrument qui avait porté leur héritage à travers les océans et les décennies. Il y a une condition, dit-elle. Le musée l'a acceptée. Quelle condition? La plaque sous la vitrine mentionnera votre père. Elle dira que Henry Ashford, luthier, a découvert le violon et a passé 11 ans à rechercher sa provenance. Elle dira qu'il aurait pu le vendre pour des millions mais a choisi de protéger l'histoire à la place. Je n'ai rien dit pendant un instant. Mon père n'avait jamais voulu de reconnaissance. Il n'avait jamais voulu que son nom soit associé à autre chose qu'aux instruments qu'il construisait et restaurait. Mais c'était différent. Ce n'était pas la gloire. C'était une reconnaissance. Une petite plaque de laiton dans un musée à des milliers de kilomètres, disant au monde qu'un homme avait compris ce qui comptait vraiment. Il aurait aimé ça, ai-je dit. Il ne l'aurait pas admis, mais il l'aurait aimé. Viendras-tu à l'ouverture? C'est à Tel Aviv le printemps prochain. Je serai là. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé autour de l'atelier. Les outils au mur, les violons attendant d'être guéris, le carnet en cuir sur mon établi, ouvert à une page que j'avais étudiée, essayant de retracer la provenance d'un autre instrument avec un secret caché à l'intérieur. Mon père avait passé 40 ans à écouter le bois et à trouver les histoires qu'il gardait. Maintenant c'était mon tour. Ma mère m'a appelé le mois dernier, la première fois en 15 ans. Elle avait appris l'histoire du Stradivarius d'une manière ou d'une autre. La nouvelle avait fait quelques petites vagues dans le monde des collectionneurs et quelqu'un lors d'un de ces événements caritatifs avait mentionné que son ex-mari avait découvert et authentifié un violon de plusieurs millions de dollars et l'avait donné. « Pourquoi ne l'avez-vous pas vendu » a-t-elle demandé. « Parce que ce n'était pas à moi de le vendre. C'était dans son atelier. Il l'a payé. Légalement, il lui appartenait, ce qui signifie qu'il vous appartenait à sa mort. Légalement, peut-être. Mais ce n'est pas la même chose que de posséder réellement quelque chose. » Elle est restée silencieuse un instant. « Ton père t'a vraiment ruiné. Tu es exactement comme lui. Tu aurais pu être riche. Tu aurais pu être quelqu'un. Au lieu de cela, tu es dans ce sous-sol à jouer avec du bois, exactement comme lui. Je ne joue pas avec du bois, maman, je l'écoute. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire.
Ce n'est juste pas quelque chose que tu peux entendre. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je n'y ai pas fait attention. Elle n'avait pas tort de dire que j'étais comme mon père. J'avais ses mains, sa patience, sa capacité à s'asseoir avec quelque chose de brisé et à trouver comment le rendre entier. Mais elle avait tort à propos du sous-sol. Ce n'était pas un lieu de cachette ou d'évasion. C'était un lieu de connexion. Chaque violon sur ces murs était un pont vers quelqu'un qui avait vécu avant moi, qui avait aimé et craint et espéré et caché ses biens les plus précieux à l'intérieur d'un instrument en lequel ils avaient confiance pour leur survivre. Je n'étais pas seul dans cet atelier. Je ne l'avais jamais été. J'étais entouré d'histoires, de secrets, du poids accumulé de siècles d'expérience humaine. Chaque fois que je prenais un outil, je poursuivais une conversation qui avait commencé bien avant ma naissance et qui se poursuivrait bien après ma disparition. Mon père avait compris cela. Il avait passé 40 ans à écouter le bois que la plupart des gens pensaient silencieux, trouvant les histoires que tout le monde ignorait. Il avait été assez patient pour attendre des décennies le bon moment pour partager ce qu'il savait. Et maintenant cette patience avait été récompensée, le messager rentrait chez lui. La famille Goldman serait commémorée. L'histoire continuerait. Marcus m'a appelé la semaine dernière. Il avait vu la couverture médiatique de l'inauguration du musée, l'histoire du Stradivarius et son voyage de Berlin à New Haven à Tel Aviv. Tu l'as vraiment fait, dit-il. Tu as vraiment donné un violon de 20 millions de dollars. Je l'ai rendu à ses propriétaires légitimes. C'est la même chose. Pas du tout. Il est resté silencieux un instant. J'ai pensé à papa, à l'atelier, à toutes ces années. Je pensais qu'il gaspillait sa vie et je me suis trompé. Il ne gaspillait rien. Il construisait quelque chose. Je ne pouvais juste pas le voir parce que je cherchais le mauvais genre de valeur. Quel genre de valeur cherchais-tu? Le genre qui apparaît sur les comptes bancaires. Le genre qui impressionne les gens au fait. Il marqua une pause. Le genre qui n'a pas vraiment d'importance. Je n'ai rien dit. C'était la conversation la plus honnête que j'ai eue avec mon frère depuis des années. Je veux venir voir l'atelier, dit-il. Je veux voir ce que papa a passé sa vie à construire. Je veux comprendre ce que j'ai manqué. Tu es le bienvenu n'importe quand. Me montreras-tu comment écouter le bois? Je veux dire, la façon dont papa en parlait. J'ai pensé à toutes les années où mon frère était passé devant cette porte de sous-sol sans jamais descendre les escaliers. Toutes les opportunités qu'il avait manqué d'apprendre ce que notre père pouvait enseigner. Toutes les histoires qu'il n'avait jamais entendues parce qu'il n'avait jamais pensé à poser la question. J'essaierai, ai-je dit. Mais cela prend du temps, cela prend de la patience. Cela prend une volonté de s'asseoir avec quelque chose que l'on ne comprend pas et d'attendre qu'il se révèle. J'ai le temps maintenant, dit-il. J'ai tout le temps du monde. Il vient le mois prochain. Nous nous assiérons ensemble dans l'atelier, entourés de 46 violons et des secrets qu'il garde. Je lui tendrai un outil et lui montrerai comment l'utiliser. Je lui jouerai une note et lui demanderai ce qu'il entend. Je ne sais pas s'il apprendra à écouter comme notre père me l'a enseigné. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut garantir. C'est quelque chose qui arrive ou non. Mais je vais essayer parce que c'est ce dont l'histoire a besoin. Non seulement d'être préservée, mais d'être transmise. Non seulement d'être protégée, mais d'être partagée. C'est ce que mon père m'a enseigné. En fin de compte, les secrets à l'intérieur des violons n'étaient pas destinés à rester cachés pour toujours. Ils étaient destinés à être découverts. Ils étaient destinés à être compris. Ils étaient destinés à connecter les gens à travers le temps et l'espace. Nous rappelons que nous faisons tous partie d'une histoire plus vaste. Chaque violon a une histoire. Mon père me l'a appris. Mais il m'a aussi appris quelque chose de plus important. Chaque histoire a un auditeur. Quelqu'un qui s'y assoira patiemment, attendant qu'elle se révèle. Quelqu'un qui la protégera jusqu'au bon moment. Quelqu'un qui saura ce dont l'histoire a besoin et aura le courage de le donner. Mon père a été cet auditeur pendant 40 ans. Maintenant c'est moi. Et quiconque viendra après moi, quiconque j'enseignerai et formerai et à qui je transmettrai ces instruments, sera le suivant. Le bois se souvient. Et maintenant moi aussi. 46 violons restent dans mon atelier. 46 histoires qui attendent de continuer. Je ne sais pas quel secret j'y trouverai. Je ne sais pas quelle lettre,
Photos ou trésors sont cachés à l'intérieur. Attendant que la bonne personne arrive. Mais je sais que j'écouterai. Je sais que je protégerai tout ce que je trouverai comme mon père l'a protégé jusqu'à ce que l'histoire me dise ce dont elle a besoin. C'est ce que signifie être luthier. C'est ce que signifie être le fils de Henry Ashford. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Avant de partir, j'ai laissé 2 autres histoires ici sur votre écran. Toutes 2 de la part d'hommes qui ont découvert que la famille n'est pas toujours celle dont on est né. C'est celle qui vous soutient quand la vérité éclate. Cliquez sur celle qui vous appelle. Et si vous voulez rejoindre notre communauté de personnes qui comprennent ce que c'est que d'être un étranger, cette cloche de notification est votre invitation. Jusqu'à demain, souvenez-vous, votre histoire compte, même s'ils ont essayé de l'effacer. A mí no estaría de acuerdo. Solo te dijo que sí porque ya estaba presionado ya, no Pues más. que a mí se vaya a la mierda entonces. ¿Y por qué Wow. le decías eso a otro miembro de la comunidad? Pero me están culpando a mí. O sea, me están culpando a mí por cosas que no he hecho. Y toco miembro de la comunidad. Y yo soy el más malo. Hermano, Sí. voy a tener mi glow up. Me voy a convertir en Nemo por tu culpa, Ten cuidado. Uy, un Ah, emo pero caleño. Ok. Por el bien mío y Pero por ¿por el de qué, ustedes. según tú, por No, qué por- cosas que no has hecho? ¿Qué cosas no has hecho? A ver, según ¿qué tú? cosas he hecho? Es la pregunta. ¿Qué cosas he hecho malas? Un árbol sin preguntar y siendo tú mismo le dijiste, Amir, tú puedes escoger cualquier zona de alrededor de la zona del medio. Y Amin, porque yo no estaba en ese momento, así que tú lo guiaste. Y Amin escogió esto, y ya luego me dijiste, hey, Amin escogió esta zona. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que se expandiera hacia mi casa? ¿Pegado a mi casa? Si tenía aquí, se tenía a la izquierda. Él dijo, mira, Dino, te voy a hacer una ventana al lado de tu casa para que nos podamos celular. Y yo dije, bueno, pues se va a expandir para allá. Pero ¿por qué atrás? Si literalmente estamos haciendo un círculo. O Pues sea, por eso yo puedo hacer mi casita ahí para organizar el círculo. le dice casita a eso, mira. Casita, eso no es una casita. No, ya no, es que ya no sé ni qué pensar, muchachos. Ya. Es que, Víctor, te lo estoy diciendo normal, no te estoy insultando, nada. Pero tú crees que no hice, o sea, que no hiciste nada que esto. Al menos No he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Hermano, si yo soy un pan de Dios, dígame algo. ¿Usted alguna vez han ayudado a Misterio? No. ¿qué tiene que ver ¿Quién es eso? Misterio? O sea, dime, Víctor, ¿qué tiene que ver eso? Si eso es individual. No, Dime. no. Eso es de la comunidad. De la comunidad en general de Huevolandia. Ok, ¿Cuál sí. comunidad? Ok, espérate. Pero eso no es obligatorio. No, pero yo lo he hecho ni siquiera quiero ninguna recompensa. Yo lo hice. O sea, ok, te voy a tomar la palabra. Cuando lleguen los premios, no te quiero ver recibir ninguna recompensa. ¿Ok? No, porque tampoco soy un tonto. ¿Y por qué estás diciendo eso entonces? Porque Es como si estuvieras en un bus, le pegas a una abuelita y le dices, no te quería pegar. pues si la abuelita no me dice nada. Ay, Víctor. Piensa Pero antes de hablar. Es que depende, o sea, depende. ¿La abuelita tiene dinero? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver las situaciones. Porque Sí. si no tiene dinero, ¿para qué le pegaría? No No, lo yo sé. no. Odio por las abuelitas. ¿Verdad? Buen punto. O sea, Si tiene dinero, pero ¿por qué sacaste el tema de Misterio? ¿Qué tiene que ver? yo no los veo ayudando a Misterio. Y yo Ok, sí. ¿y en qué los has ayudado tú? ¿Puedes decirme o contarme?
subir. ¿Cuántas horas estuviste aplanando? Yo le he preguntado más de una vez, escucha. O sea, preguntar es diferente, mucho, Preguntar es no me diferente que demoré ayudar. mucho. No, no me demoré mucho. ¿Cuánto es? No me demore mucho. Tira un Yo qué calculado. sé, Un minuto. una Ok, hora. ok. Pero escucha, escucha. Yo siempre llegaba cuando terminaba una tarea que el misterio me había dicho, y le preguntaba, oye, ¿qué hago más? Y él me decía, no, tranquilo, no necesito nada más. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo Ujú. me voy a mi casa a ayudar a esta comunidad. Porque yo ayudé con Angie, yo ayudé a traer gente, ayudé. eh, Cas, eh, escucha. eh, Cas, escucha.